À 6h45, Europe 1 vous répond. Thomas Soto. Les laboratoires achètent-ils certains médecins dans les hôpitaux ? Ce qui est sûr, c'est qu'un rapport interne de l'AP-HP pointe des situations à risque dans le financement par les industriels d'une large partie de la formation et de la recherche clinique. Rapport révélé par le quotidien Le Monde du Jour. Bonjour, professeur Didier Dreyfus. Bonjour. Vous êtes chef du service de réanimation à l'hôpital Louis Mourier de Colombes, AP-HP dans les Hauts-de-Seine, et professeur d'éthique médicale à l'université Paris Diderot. C'est quoi, pour commencer, et simplement si c'est possible, un conflit d'intérêts entre un médecin et un labo ? Oui, c'est une bonne façon de débuter. Écoutez, je vais vous donner premièrement une définition qui a été donnée par un très grand scientifique, et puis je la commenterai. Il disait très clairement, un conflit d'intérêts, c'est un ensemble de conditions dans lequel le jugement professionnel concernant un intérêt primaire, c'est-à-dire la validité de la recherche, de ses résultats, de ce que ça peut apporter à un malade, peut être influencé par un intérêt secondaire, tel qu'un gain financier. Donc, bon, déjà, à soi seul, cette définition est assez compréhensible, mais je veux commenter sur deux points. Premièrement, sur le fait que, au plan éthique actuel dans les pays modernes, développés, c'est probablement une des plus grandes menaces sur la recherche actuellement et sur sa validité. Et pour donner un exemple, vous avez par exemple des tas de congrès médicaux qui sont effectivement très sérieux, qui sont indispensables à la progression de la science et de la connaissance, mais dans lesquels on voit des symposiums qui sont totalement organisés par l'industrie, où les orateurs sont choisis par l'industrie, les modérateurs sont choisis par l'industrie. Donc, ça est fait au donc service c'est de plus de la l'industrie. promotion. Voilà, c'est souvent, mais heureusement, c'est quantitativement minime, qualitativement dramatique. Voilà, quantitativement minime et qualitativement dramatique. Mais que les industriels mettent de l'argent pour financer la recherche, est-ce que c'est négatif, ça ? Non, de toutes les façons, faut être clair, on est dans un système dans lequel on ne peut pas imaginer qu'il n'y ait pas de partenariat public-privé, qu'il n'y ait pas un investissement dans la recherche. Il est normal que les laboratoires cherchent de leur côté le retour sur investissement. Le problème, c'est à la limite, ils sont presque dans leur rôle en faisant ça. Le problème, c'est lorsque des sommités médicales dépassent très largement leur rôle d'experts scientifiques pour devenir des promoteurs publicitaires. Mais ces laboratoires, ils payent la recherche directement ou les médecins ? Alors, ça peut être les deux. C'est-à-dire que, la recherche dite académique, c'est-à-dire promue uniquement sur les fonds publics, est une chose extrêmement importante, mais elle ne peut pas suffire à faire toute la recherche. On manque de fonds publics, pour parler clairement. Oui, ou on en manque, enfin, le système est comme cela. Je veux dire, partout. Aux États-Unis, c'est un exemple évident, et pourtant, ce sont les leaders de la recherche. Cela n'a rien de choquant qu'il y ait un lien entre des industriels qui tentent de développer des meilleurs médicaments et des professionnels. Par contre, je vous dis, le problème se pose lorsque le professionnel médecin, chercheur, sort de son rôle de chercheur et devient un conseiller à la fois du laboratoire et un agent d'influence. Ils sont payés directement ou ils sont payés par l'intermédiaire d'associations que parfois les médecins président, et ce qui rend tout ça très opaque ? C'est très variable. Disons que effectivement, un certain nombre sont payés directement en tant que conseillers ou membres ce qu'on appelle du board, c'est-à-dire du conseil du laboratoire. Parfois... Mais ça, c'est transparent pour le coup. Tout le monde le sait ou pas ? Est-ce que le Conseil de l'Ordre valide ça, par exemple ? C'est à lui qu'il faudrait le demander. Vous n'êtes pas convaincu ? Je ne suis pas totalement convaincu. Je vous en donne un exemple extrêmement simple. Effectivement, Le Monde fait allusion au rapport édicté sous la houlette de M. Martin Hirsch, directeur général de la science publique, après notamment, ou concomitamment à une affaire qui a fait beaucoup de bruit à propos du diesel. Moi, je dois dire très sincèrement qu'à un certain niveau de responsabilité dans l'institution dans laquelle je travaille depuis des années, on peut se demander comment un directeur général peut dire qu'il n'est pas au courant alors que toute la profession savait. Ça me rappelle un petit peu Petite parenthèse, qu'on comprenne bien, vous parlez du professeur Aubier, pneumologue, rémunéré par Total, visiblement entre 50 et 60 000 euros par an depuis la fin des années 90, et qui, dans ses interventions S-qualité professeur, minimisait les risques sanitaires liés au moteur diesel. Oui, ça rappelle un autre scandale qui fut celui de l'amiante, où un grand professeur de pneumologie avait dit qu'il n'y avait aucun risque. Je trouve que c'est dommage que se répètent à 20 ans ou 30 ans d'intervalle les mêmes choses, mais je redis, je ne peux pas imaginer, enfin je me permettrai d'employer la phrase que Mitterrand avait employée à propos de l'affaire Ben Barka et du pouvoir. Soit il savait, c'est un scandale, soit il ne savait pas, c'est aussi un scandale. Je pense qu'à un certain niveau de décision... Vous parlez de Martin Hirsch, donc le directeur général de l'assistance publique des hôpitaux de Paris. On doit savoir qui on embauche. Moi, dans mon service de réanimation, je n'embaucherai pas un médecin
médecin sans savoir exactement ce qu'il est et sans m'être renseigné. Si l'institution avait pris la peine de se renseigner auprès des pneumologues, tout le monde lui aurait dit. Tout le monde le savait. On a un tweet de Petite Fleur qui vous pose une question très concrète. Peut-on faire encore confiance aux médicaments qu'on nous prescrit du coup ? Bah écoutez, oui, je veux dire qu'on va pas retomber dans l'obscurantisme médiéval. C'est-à-dire que effectivement, on peut ne plus faire confiance aux laboratoires et aux vaccins et attendre l'épidémie de poliomyélite. On peut ne plus faire confiance aux médicaments du cancer et mourir. Je crois qu'on peut, on peut faire confiance. Mais en même temps, c'est comme toute activité humaine, il y a des failles, il y a des problèmes, surtout lorsque c'est une activité extrêmement rémunératrice. Vous le dites, c'est combien extrêmement rémunératrice? Ah non, mais ce que je veux dire par là, c'est rémunérateur. C'est-à-dire que si vous êtes un investisseur avisé et que vous vous trompez pas dans ce que vous achetez, vous gagnerez beaucoup plus en investissant dans la santé, le biomédical, le médicament, que dans la voiture. Il y a pourtant une loi en 2011, la loi Bertrand, après le scandale Mediator, qui était censée assainir tout ça, ça n'a servi à rien? Non, je crois qu'il ne faut pas non plus caricaturer. Vous savez aussi bien que moi que les choses évoluent lentement, souvent trop lentement. Il y a 39 hôpitaux à l'assistance publique des hôpitaux de Paris, il y a 10 000 médecins environ. Ça en concerne, c'est peut-être important d'inciter, une minorité vraiment. C'est une minorité vraiment très faible en termes numériques, effectivement, mais qualitativement, je vous le disais, c'est un problème majeur. Je fais un lien, si vous me permettez, avec le problème du privé à l'hôpital, qui est un scandale absolu. On peut payer plus cher pour se faire poser une prothèse de hanche à l'hôpital que dans une clinique. Et ça, malheureusement, dans le rapport que vient de faire l'assistance publique, pudiquement, elle n'évoque pas le problème. Que risque un médecin qui se fait acheter ? Écoutez, pas grand-chose aujourd'hui. Écoutez, il n'y a pas beaucoup de jurisprudence, j'ai l'impression. Merci beaucoup, professeur Didier Dreyfus, je rappelle chef du service réanimation à l'hôpital Louis Mourier de Colombes et professeur d'éthique médicale à l'université Paris Diderot. Merci pour votre franc-parler ce matin sur Europe 1. Merci à vous.